L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Bonjour et bienvenue à cette émission du 8 mai 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, le Bas-Saint-Laurent a coupé de coupures budgétaires en employabilité. Un nouvel espace communautaire voit le jour à Val-Brillant. Toujours à Val-Brillant, l'école célèbre ses 25 ans. Une première édition pour la Coupe de Mers. Le festival Chansons et Humour est de retour pour une deuxième édition. Il y a la très attendue chronique à Edith qui nous parle de livres cette semaine. Votre agenda culturel de la semaine, bien entendu, mais on commence tout d'abord avec les actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. Tout d'abord, près de 100 personnes issues du milieu municipal et communautaire ont participé récemment à l'événement régional de Théâtre Forum, ramé dans le même sens, présenté au parc du Mont-Saint-Mathieu. Organisé par les corporations de développement communautaire et la Troc du Bas-Saint-Laurent, l'activité visait à favoriser le dialogue entre les différents acteurs du milieu. Grâce à des mises en scène interactives, les participants ont pu échanger sur les défis de collaboration et réfléchir à des pistes de solutions pour renforcer les partenariats dans la région. Le député Maxime Blanchette-Jonca annonce un investissement de près de 1,7 million de dollars dans le cadre du programme Emploi d'été Canada. Ce financement permettra la création de 377 emplois jeunesse chez 251 employeurs dans la circonscription de Rimouski-Lamatapédia. Les postes seront répartis dans des organismes, municipalités et entreprises de la région afin de soutenir les services de proximité durant la saison estivale. Le député souligne l'importance de ce programme pour aider les jeunes à acquérir de l'expérience sur le marché du travail. Le projet de résidence pour aînés La Maison Bien Vieillir chez soi à Sébec franchit une étape majeure avec le lancement officiel de sa campagne de financement. Le projet reçoit déjà un important coup de pouce grâce à un don anonyme de 2 millions de dollars. Le complexe, évalué à plus de 24 millions, prévoit la création de 46 logements abordables pour des aînés semi-autonomes et non autonomes. Le dépôt final du projet auprès du gouvernement est attendu au cours du mois de mai. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis rappelle aux producteurs agricoles qu'ils ont jusqu'au 31 mai pour s'inscrire au futur service de collecte porte-à-porte des plastiques d'enrubannage. La Régie précise que le nombre actuel d'inscriptions demeure insuffisant pour assurer la viabilité du service. Chaque année, près de 1000 tonnes de plastique agricole sont générées dans les deux MRC. Sans participation accrue, seuls les points de dépôt actuels seront maintenus. Le Bloc québécois profitera de sa journée de l'opposition à Ottawa pour réclamer davantage de soutien aux entreprises touchées par les nouveaux tarifs américains sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Le député Maxime Blanchette-Jonca affirme que plusieurs PME québécoises subissent déjà des mises à pied et des difficultés financières liées à cette nouvelle politique commerciale. Le Bloc demande au gouvernement fédéral de mettre en place rapidement des mesures d'aide pour protéger les emplois et les entreprises affectées. Une pétition circule actuellement pour tenter d'empêcher la fermeture des bureaux de la protection de la faune de Coatapscal et de Chandler. Les initiateurs de la démarche craignent qu'une réduction des services nuise à la surveillance du territoire et à la protection des habitats fauniques en région. Les signataires rappellent également l'importance du travail des agents de la faune, autant pour l'application des lois que pour l'intervention sur le terrain. La pétition déposée à l'Assemblée nationale demeurera accessible jusqu'à la fin du mois de mai. Un automobiliste d'Amqui a eu toute une surprise après un arrêt de quelques minutes dans un dépanneur du boulevard Saint-Benoît-Ouest. L'homme qui se rendait chercher sa mère à l'hôpital avait laissé un véhicule en marche pendant qu'il entrait acheter un café. À sa sortie, la voiture avait disparu. Le véhicule, une Chrysler 300 de couleur bleu marin, a finalement été retrouvé plus tard dans la journée à Amqui, mais avec certains dommages. Des effets personnels dont un téléphone cellulaire, un sac à main contenant une somme d'argent manquaient toutefois à l'intérieur. Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours. C'est ce qui conclut vos actualités matapédiennes.
Les organismes en employabilité du Bas-Saint-Laurent tirent la sonnette d'alarme dans une lettre envoyée au ministre de l'Emploi. Ils dénoncent des compressions importantes qui menacent directement l'accès aux services pour plusieurs personnes en région. Pour en parler, on reçoit Mathilde Bench, directrice générale du service de transition en emploi. Bonjour, Madame Bench. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi avoir senti le besoin d'envoyer cette lettre-là au ministre maintenant. Donc, qu'est-ce qui a changé dernièrement qui fait que la situation devienne si urgente? Nous, les organismes en employabilité, on marche sur des ententes annuelles. Donc, généralement, début mars, on négocie avec Service Québec pour des ententes qui vont venir du 1er juillet au 30 juin. Là, début mars, on reçoit nos propositions d'entente et on se rend compte que au niveau du Bas-Saint-Laurent, on a une baisse de 25% des budgets alloués aux organismes en employabilité. Donc, 25%, c'est énorme. Et il faut savoir qu'au niveau provincial, la baisse du budget pour les mesures actives d'emploi est seulement de 8,8%. Okay. Donc on passe de 8,8% au provincial à 25% au niveau du Bas-Saint-Laurent. Donc nous, on a voulu savoir pourquoi, on a voulu comprendre les raisons du ministère et on a eu aucune réponse. On a envoyé début avril des demandes de rencontres, que ce soit avec l'ancienne ministre de l'Emploi, Pascal Derry, au nouveau ministre de l'Emploi, Jean-François Simard, et lettre morte. On n'a eu aucune réponse. Donc on ne sait pas pourquoi on a une coupe aussi sévère au Bas-Saint-Laurent, on ne sait pas où est passé l'argent du Bas-Saint-Laurent. Ouais. Donc c'est quand même assez majeur. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit là, les nouvelles ententes, elles doivent arriver au 1er juillet. Donc nous, les organismes en employabilité, on ne connaît pas notre budget pour l'instant pour l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, on parle de dans 2 mois. Donc d'un point de vue prévisibilité pour nos équipes de travail, c'est ça a des impacts énormes. C'est pour ça qu'on demande une rencontre urgente pour comprendre pourquoi le Bas-Saint-Laurent est coupé de façon déraisonnable et comment trouver des solutions. Est-ce qu'entre les régions, vous êtes au courant s'il y a eu d'autres coupes aussi majeures dans d'autres régions? Ou nous, on a fait un peu le tour de notre réseau de contacts et puis ce qu'on nous dit, c'est que dans les autres régions, ça s'annonce plus comme un statu quo ou une baisse légère de 5%. Donc c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent qui a eu un coup de hache, on va dire, là. Exactement, ouais. Et on n'a aucune explication. On n'a pas réussi à rencontrer les responsables, donc on demande des réponses. Ouais. Puis là, pour les gens qui utilisent les services d'employabilité comme les vôtres, c'est quoi les impacts? Est-ce qu'il y a des services qui ont disparu? Y a-t-il de l'attente? Comment ça fonctionne? Les impacts vont vraiment être majeurs. On a la disparition du programme spécifique pour les 50 ans et plus. C'était de son joli nom ICTE. Donc c'était un programme qui permettait aux personnes de 50 ans et plus sans emploi ou en réorientation de carrière de recevoir une allocation de participation pour avoir le temps de faire un vrai bilan de compétences, de se poser, de savoir dans quel domaine on va aller. Il y avait des formations d'appoint qui étaient subventionnées, il y avait une subvention salariale après pour l'employeur qui embauchait ces personnes de 50 ans et plus. Tout ce programme-là va disparaître. Donc on nous dit mettez-les dans les programmes universels. Donc on avait un programme de 50 ans et plus à 25 heures semaine avec des allocations de participation de $370 sur une durée de 20 semaines qui va être remplacé par des rencontres individuelles d'1 heure à 1h30 par semaine, sans allocation, sans possibilité de se former. Il faut savoir que les personnes de 50 ans et plus qu'on reçoit dans nos locaux, c'est souvent des gens qui ont fait des carrières de 25-30 ans dans le même domaine. Si on est ouvrier agricole depuis 30 ans, qu'on n'a jamais touché à un ordi de sa vie, c'est dur de se replacer. Oui. Quand le corps tient plus, là, il nous faut des services vraiment adaptés à nos besoins. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces services-là, ils n'existeront plus. Ça sera un service de base, on perd une qualité de service.
On perd quelque chose qui était vraiment adapté aux besoins de la région. Il faut savoir que le Bas-Saint-Laurent, c'est la deuxième région avec le plus haut taux de personnes de 50 ans et plus. Et c'est la seule région du Québec où ce programme est supprimé. Quand on regarde à Québec, le programme 50 ans et plus, il est maintenu. Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville, Laval, Longueuil. Tous ces grands centres-là, le programme spécifique pour les 50 ans et plus est maintenu. Et au Bas-Saint-Laurent, la deuxième région la plus âgée au Québec, il est aboli. Il y a un gros non-sens derrière ça. Là. Voilà, c'est exactement. On trouve ça illogique. Sentez-vous un impact vraiment aussi qui pourrait avoir lieu, en fait, parce que donc les compressions s'en viennent, j'imagine, donc sont pas encore établies présentement. Sentez-vous qu'il va y avoir un impact aussi sur les entreprises locales? Est-ce que ça aggrave, en fait, la pénurie de main-d'œuvre qui est déjà existante? Bien sûr, parce que le taux d'emploi de la population générale est déjà très élevé. Et là où les entreprises régionales peuvent faire des gains, c'est dans les populations les plus vulnérables, les plus éloignées du marché du travail. Que ce soit les personnes avec un handicap, les personnes de 50 ans et plus, qui ont un taux d'emploi plus faible que la population générale. Les personnes judiciarisées, les personnes nouvellement arrivantes, toutes ces populations-là qui ont des freins ou des obstacles à entrer sur le marché du travail, nous, on les aide. Nous, on permet à ces gens-là d'intégrer une entreprise, d'offrir leurs compétences sur le marché du travail. Et c'est ça qui est dommageable, parce que les entreprises font déjà face à une pénurie de main-d'œuvre, à une tension dans le recrutement, et toutes les populations qui ont besoin d'aide pour s'insérer, pour qui l'entrée sur le marché du travail présente des obstacles ou des freins, on restreint l'accès à ces services d'employabilité, on met des freins à l'accès au programme. Par exemple, non seulement on a des programmes d'aboli, mais pour l'année prochaine, on ne pourra plus recruter directement nos personnes participantes dans certains programmes. Il va falloir les référer à un bureau de Service Québec pour que Service Québec vérifie leur admissibilité et nous les renvoie dans les organismes. C'est un frein énorme. Ça veut dire qu'une personne qui est sur l'aide financière de dernier recours depuis plusieurs années, qui se dit « Tiens, je suis motivée, là, je vais venir dans un organisme », et on lui dit « Ah, faut appeler, prendre rendez-vous au bureau de Service Québec. » Après qu'une fois dans votre rendez-vous, vous allez réexpliquer encore votre histoire, et ensuite Service Québec va vous référer à un organisme. Okay, on se rend compte, ça rajoute une étape, là, donc. Ça rajoute une étape, c'est un frein, c'est démotivant pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail, où il faut entretenir vraiment le lien. On a des personnes qui viennent nous voir, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas les moyens de se payer un cellulaire. Comment Service Québec va les rappeler pour leur donner un rendez-vous? On a des personnes qui sont judiciarisées, pour qui le contact avec le gouvernement est peut-être source de tension. On se rend compte que l'accès au service public d'emploi va être freiné, non seulement parce que on va avoir moins de personnel, étant donné qu'on a des coupures, il va falloir restreindre notre masse salariale, donc les délais vont s'allonger, et en plus, il va y avoir des freins à l'accessibilité. Donc tout ça dans une région où les entreprises ont besoin d'employés, où on nous avait parlé de régionalisation de l'immigration, mais on se rend compte que ça marche pas très bien. Donc le marché est en tension en ce moment. Il faut aider les gens à retourner, à réintégrer le marché du travail, et c'est pas là-dedans qu'on s'organise. On s'organise vers une diminution de la qualité des services, une diminution de l'accessibilité aux services. Ça va être très dommageable pour l'économie régionale. Parce que justement, vous avez parlé de régionalisation, excusez-moi, de l'immigration. Ces personnes-là utilisent vos services, là, donc j'en suis persuadé, parce que ils peuvent plus, là, bon. Parce que l'accessibilité aux services publics d'emploi a été retirée à toute personne issue de l'immigration temporaire. Donc on ne peut plus desservir les gens qui ont un permis de travail ouvert, ou qui sont... En fait, c'est simple, il faut être citoyen ou résident permanent.
Ah, Si OK. on n'est pas dans si on n'est pas dans ces deux catégories-là, on n'est pas admissible au service public d'emploi. Bon, OK. avec quelques, si on fait partie des Ukrainiens, ça marche. Si on est demandeur d'asile accepté, enfin, Ouais, il y a des petites exceptions, mais voilà. globalement, Mais ils peuvent plus, là. Ouais. globalement, on n'est plus capable de desservir la population immigrante temporaire. Alors que c'est des gens qui ne demandent qu'à s'insérer sur le marché du travail. Déjà, ils en ont besoin au niveau monétaire. Et puis, d'un point de vue social d'intégration, c'est un non-sens total. Oui. Puis, en fait, ça va un peu aussi contre ce qui est beaucoup revendiqué, donc d'aider pour l'itinérance. Là, présentement, l'itinérance, c'est un sujet qui est vraiment omniprésent. Puis, c'est ça, ces mesures-là, j'imagine qu'elles ne vont pas aider à réduire l'itinérance. Parce qu'en région, Non, on en a de l'itinérance aussi. Donc, bien sûr, parce que l'insertion dans la société passe par l'emploi, beaucoup par l'emploi, non seulement d'un point de vue monétaire, hein, on se le cache ouais. pas, mais d'un point de vue social aussi. Je veux dire, avoir un emploi, se lever à des heures fixes, dire bonjour à des gens le matin, ça entretient une hygiène de vie, une intégration dans la société qu'on qu'on va perdre parce qu'on ne sera plus capable d'aider les gens, tout simplement. Donc, dans la lettre qui a été envoyée au ministre, c'est quoi les revendications exactement? C'est quoi les demandes que vous avez faites? Bah, nous, principalement, on veut comprendre. On veut comprendre pourquoi le bassin Laurent a été touché de manière aussi intense. Pourquoi on a 25% de coupe en moyenne, alors qu'au niveau provincial, c'est juste de 8,8. C'est quoi les raisons? Nous, on est capable de comprendre, on est capable de se parler, mais présentement, on n'a aucune explication. Donc, on nous coupe de manière drastique comme ça, sans même nous rencontrer, sans même nous expliquer pourquoi. Donc, nos demandes, c'est vraiment ça, comprendre. Comprendre, puis s'asseoir ensemble avec le ministre, avec son équipe, pour sauvegarder les services d'employabilité au bassin Laurent. Donc, au moment où on se parle, vous n'avez toujours pas de réponse de la part du ministre. Donc, c'est un... OK. Donc, si la population veut appuyer la démarche, donc, pour vous soutenir aussi, pour savoir... pour avoir aussi des réponses, suivre un peu le dénouement de tout ça, est-ce que c'est possible de vous aider? Est-ce que c'est possible de suivre un peu ces démarches-là? C'est sûr qu'on peut... on peut écrire au ministre, on peut écrire à son député de circonscription pour exprimer son soutien aux organismes en employabilité. Nous, on attend toujours une réponse parce qu'au niveau du bassin Laurent, on a interpellé tous les députés des circonscriptions du bassin Laurent. Puis on espère une réponse d'ici là parce que le 1er juillet, ça arrive vite. Oui. Puis il faut donner des réponses à nos équipes, il faut qu'on s'organise. Si on a vraiment une coupe brutale et qu'on doit réorganiser l'équipe, faut le savoir avant parce que sinon, comment on va réorganiser nos services? Ça veut dire qu'on va être en restructuration intense au 1er juillet. Puis là, les personnes qui vont venir chez nous, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va falloir qu'ils attendent 2 mois pour avoir un service? Ça se pourra. Ouais. Puis j'imagine aussi qu'il y a de cette... je vais utiliser le terme clientèle, mais des gens qui utilisent vos services, qui ont créé des liens de confiance aussi, puis qui travaillent fort pour retourner sur le marché du travail, puis ça va avoir des impacts, j'imagine. Hein? Bien sûr. Parfait. Donc, on va suivre ce dossier-là de près, Mathilde, puis on va vous contacter si jamais il y a un dénouement de tout ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. À Val-Brillant, un nouveau lieu de rassemblement vient de voir le jour dans les locaux de la Marina, donc pensé comme un véritable espace communautaire accessible à tous. Ce projet est né d'un besoin exprimé par les citoyens de pouvoir se retrouver dans un endroit chaleureux et inclusif. Coin café, espace familial, jeux et même frigo communautaire. Plusieurs partenaires du milieu se sont mobilisés pour concrétiser cette initiative. J'ai rencontré des personnes derrière ce projet porteur pour leur communauté.
Maxime, Marie-Claude, on inaugure aujourd'hui cette nouvel espace communautaire à Val-Brillant. L'espace était déjà ouvert pour les frigos partagés. Qu'est-ce qui fait que cet espace-là a changé pour devenir un espace communautaire? Bien, l'idée est venue vraiment de Marie-Claude. Quand elle nous a dit, oui, on va faire un frigo, mais la salle, elle ne trouvait pas à son goût. Elle a dit, pourquoi pas faire un milieu accueillant? Puis de toute façon, c'était demandé par nos citoyens aussi qu'on ait une salle communautaire pour venir se recueillir, prendre un café, puis socialiser. Fait que je pense que l'idée de Marie-Claude, ça a venu, puis elle a dit je m'en occupe, puis elle a fait des plans, elle nous a montré ça à la municipalité, puis les plans ont été très bien accueillis et aujourd'hui on a réalisé qu'est-ce que Marie-Claude elle avait conçu avec ses plans. C'est quoi les modifications qui ont été apportées pour justement rendre cet espace-là plus communautaire, plus accueillant? On part de loin quand même, je pense. Quand vous êtes venu justement à l'inauguration des frigos pour tous, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, mais aussi il faut que je fasse un rappel que l'idée derrière l'espace, c'est aussi une idée dans le CFLM qu'on voulait faire un petit coin, qu'on cherchait un espace pour les familles, un espace pour se rencontrer. Puis de fil en aiguille, bien, on en est venu à l'idée on voulait un espace pour tout le monde se retrouver parce qu'on n'a pas de café, on n'a pas de restaurant. On voulait un espace intérieur pour se retrouver. Mais ici, justement, ce qui a été fait, c'est de repenser dans le petit espace. On voulait tout balancer, là. Il y a un espace pour une vue sur le lac, un espace pour les enfants, un espace pour un jeu de société, puis prendre un café en même temps. C'est en fait quasiment un espace bistrot. Quand on regarde le petit comptoir sur le bord de la fenêtre, c'est quand même très accueillant. Mais justement, avec le frigo pour tous, parfois, il y a des repas ou si jamais on va amener son lunch, on vient de marcher, on peut le faire chauffer, il y a le four micro-ondes, le café, on n'a pas de restaurant. On peut venir manger ici en communauté, en 5 à 7 avec ses voisins ou avec la famille aussi. J'ai vu aussi que, dans le fond, vous avez rajouté un petit comptoir là avec un évier, une machine à café. Je ne sais pas si elle est payante ou gratuite. Oui, c'est 2 $. 2 $, OK. Puis là, les heures d'ouverture, ça va ressembler à quoi? Parce que je sais que quand vous aviez inauguré les frigos, je pense que c'était accessible 24 heures, mais là, ça va être les heures vont être réduites un petit peu pour être plus avec la marina, je ne me trompe pas. Bien, je pense qu'au courant de l'été, on va vraiment y aller avec les heures du camping. Fait que quand le camping va ouvrir, on va ouvrir le matin et ça, quand le camping va fermer le soir. Donc, très tôt le matin et très tard le soir quand même. Là. Soit du lever du soleil au coucher du soleil. Okay. Donc, c'est pas 24 heures, mais tout comme là. Tout comme. Ouais. Puis là, est-ce que vous avez prévu organiser des activités ou quelque chose pour pouvoir rendre cet espace-là vivant ou vous voulez le laisser vivre par lui-même? Bien, déjà, en ce moment, je pense que la population il a déjà pris goût. Il y a déjà beaucoup de personnes qui viennent prendre un café, qui viennent socialiser ici. Je pense que c'est vraiment l'espace communautaire que la population voulait et que là, maintenant, on a pu le réaliser. Donc, tu sais, c'est déjà quand même très bien fréquenté. Bien, merci beaucoup. Fait comme ça, on va essayer d'inviter les gens à venir fréquenter cet espace super accueillant. Mais merci. Bien, merci beaucoup à vous. L'École de Val-Brillant soulignera cette année un important anniversaire avec un spectacle de fin d'année présenté le 14 mai prochain. Musique, performance et ambiance festive seront au rendez-vous lors des 2 représentations organisées afin d'amasser des fonds pour l'installation d'un nouveau module de jeu dans la cour d'école. Pour nous parler de cet événement rassembleur, j'ai rencontré Nicolas Damour, enseignant en musique. Nicolas Damour, merci beaucoup de nous recevoir ici à l'École Val-Brillant. L'École Val-Brillant célèbre un anniversaire plutôt spécial cette année. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça fait 25 ans qu'il y a des cours de musique qui se donnent à l'École Val-Brillant cette année. Donc, on a décidé de célébrer ça. Au début de l'année, pour les 25 ans, pour le programme de musique, on a d'ailleurs offert 25 % de rabais pour les cours de musique aux enfants de l'école. Donc, 25 années où ça a commencé tranquillement avec des cours sur l'heure du dîner. Puis, tranquillement, on a ajouté des cours de musique individuels durant l'horaire régulière. Et puis, on a continué à progresser. Je dis « on » parce que moi, ça fait juste 2-3 ans que je suis ici. Mais ça a commencé il y a 25 ans. Et puis, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. OK. Puis là, vous allez faire un spectacle, en fait, de fin d'année, donc spécial cette année. Aussi, vous allez ramasser des fonds, entre autres, pour... vous pouvez m'expliquer ça un petit peu? Oui, en fait, il y a un module de jeu qu'on veut acquérir, puis que... donc, le spectacle va nous servir à amasser des fonds pour ça. Et puis, on a décidé puisque c'est 25 ans, de faire ça un petit peu en grand. Et puis, d'habitude, soit qu'on était accompagné, moi, j'accompagnais les élèves
à la guitare ou avec des trames sonores. Et puis, quand ils sont à la chorale, ils sont accompagnés avec M. Valmont, depuis le début d'ailleurs, M. Valmont-Gauthier, qui accompagne la chorale au piano. Et bien, cette année, on a décidé de faire ça un petit peu plus gros. Et puis, il va y avoir des musiciens, donc batterie, basse, guitare et piano qui va accompagner nos jeunes à l'école durant à peu près une dizaine de numéros. Fait que ça va être un grand spectacle. Et d'ailleurs, on a décidé de faire différent. Comme c'est plus compliqué de remplir la salle, dans le sens que la salle est toujours pleine, on a décidé de faire 2 représentations. Une représentation l'après-midi qui va être ouverte au public et le soir, c'est sûr que les billets sont compliqués à avoir pour le soir. Là. On est obligé de mettre des restrictions pour... Parce que, justement, c'est surtout les parents, j'imagine, qui viennent. C'est ça. Fait que l'après-midi, l'avantage, c'est que ça peut être des gens de la communauté ou si la famille plus élargie qui va pouvoir y participer. Ou des personnes aussi qui sont plus disponibles dans le jour. Donc, oui, c'est ça. Aux grands-parents. Exactement, exactement. L'école de musique, ça apporte quand même... En fait, je veux juste que tu nous en parles un petit peu parce qu'il y a quand même presque la moitié de l'école qui ont des cours supplémentaires de musique, en plus des heures supplémentaires qu'il y a déjà. Peux-tu nous parler un peu de comment ça fonctionne? Habituellement, dans une école, si on peut dire, régulière, moi, je suis enseignant de musique dans d'autres écoles aussi, donc on voit les élèves une heure par semaine. Ici, la distinction, c'est qu'au lieu que ce soit 1 heure par semaine, on va dire que c'est 1h30. Ça veut dire qu'une semaine, je les vois 2 heures, l'autre semaine, je les vois 1 heure. Et c'est pour les cours de musique normale. De musique régulier, si on veut. Régulier, oui, c'est ça. En plus de ça, on ajoute 30 minutes par semaine de chorale. Donc là, au lieu d'avoir 1 heure, on tombe à 2 heures. Donc c'est le double pour tous les élèves. Après ça, on y ajoute la possibilité dans les cours réguliers les élèves puissent sortir puis suivre des cours individuels d'instruments. Donc ça peut être au choix de l'élève, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Il est sorti dans l'horaire régulier. Il va dans les loges qu'on voit autour de nous. Et puis, il va suivre des cours de musique individuels. Il y en a qui ont un instrument, il y en a qui pratiquent 2 instruments. Et puis, si on veut faire partie du programme d'art-études, donc là, on va augmenter à 5 heures de musique au total. Ça veut dire qu'on a déjà les 2 heures que je viens d'expliquer. On ajoute 30 minutes d'un instrument, 30 minutes d'un autre instrument, on est rendu à 3 heures. Et puis, par la suite, on ajoute 1 heure de formation auditive et 1 heure de musique d'ensemble. Fait que là, on a 5 heures, 1 heure par jour, et c'est pour ça l'appellation art-études, c'est au moins 1 heure par jour de musique en moyenne. Donc, ça fait 5 heures. Et ça, si je peux me permettre de sortir quelques statistiques. Donc, cette année, c'est la fois où on a le plus d'élèves qui participent au programme d'art-études. On a 21 élèves sur les 146 de l'école. Mais on en a 70 qui ne font pas le programme d'art-études complet, mais qui pratiquent des instruments. Donc, on en a 29 en piano, 9 en guitare, 3 en ukulélé, 28 en chant, 6 en violon, 40 en batterie et on en a un en accordéon. Accordéon, oh! Ouais. Quand même, c'était difficile de trouver un professeur d'accordéon. C'est la même enseignante que celle-là de piano. Ah oui, donc hier, c'était le récital et puis on a terminé ça en beauté avec un morceau d'accordéon. Super. Puis là, on dit ça comme ça, là, 5 heures de musique par semaine. Est-ce que ça peut affecter, disons, les résultats scolaires? Ça pourrait être intuitif de penser ça, alors que c'est tout le contraire parce que les statistiques démontrent que ça va très bien ici. Les résultats scolaires vont très bien. Disons, le penchant un peu négatif de ça, c'est sûr que ça demande certains efforts du personnel. Parce que quand on arrive pour donner un cours, donner une évaluation, transmettre des savoirs, il n'y a jamais tout le groupe qui est là. Fait qu'il faut toujours reprendre. Et ça me fait penser d'ailleurs... mercredi soir, on a gagné dans le centre de service, l'École Valbriand, un prix disant que c'était le projet particulier de l'École de musique. Ça fait 25 ans, mais c'était souligné justement l'implication du personnel de l'école par rapport à ce projet-là. Puis jusqu'à date, ça va très bien. Et puis, je me permets un autre commentaire d'ailleurs. C'était le salon le salon du livre, pas le salon du livre, le CLAC, au mois d'avril, il y a des auteurs qui viennent dans les écoles, qui présentent des livres. Et puis, il y a un auteur qui est venu et il a dit « Il semble ici, les élèves semblent tous de bonne humeur, sont polis. » On ne veut pas faire de comparaison, mais je dis « Je sens une belle ambiance ici. »
Fait que je trouvais ça que c'était flatteur. Je ne sais pas si c'est la musique ou si c'est parce que les élèves aiment venir à l'école quand ils jouent de la musique, mais bref, c'était un commentaire que je trouvais ça flatteur de la part de l'auteur qui passe par ici. Au spectacle, on peut s'attendre à voir des anciens élèves qui reviennent jouer un petit peu? En fait, c'était... je vous avouerais que je vais être très honnête, là, dans la logistique, moi, c'est la première fois que je dois planifier avec autant de musiciens. Ouais. Fait que là, les partitions, même, il y a des musiciens que je connais pas encore. OK. Fait que là, il fallait que je transmette les partitions. Donc, l'emphase a été mise vraiment sur le fait d'ajouter des musiciens pour nous accompagner. Okay. Ça aurait été bien, ça aurait été vraiment une bonne idée de faire revenir. Mais Valmont va être encore là, comme depuis le début, ça, ne vous inquiétez pas. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, ça fait plaisir. La forme physique, le dépassement de soi, mais surtout l'esprit de communauté. Le Gym Art Fitness d'Amqui présentera prochainement la toute nouvelle Coupe Demers, un événement sportif organisé en hommage à Nicolas Demers, une personne marquante pour le gym et son entourage. Au programme, course hybride, épreuves fonctionnelles et défis de force dans une ambiance qui se veut rassembleuse et accessible autant pour les athlètes que les spectateurs. Donc, pour nous parler de cette initiative, ce qu'elle représente pour l'équipe derrière l'événement, j'ai été à la rencontre de Jackie Castonguay et de Kim Chenel. Jackie, Kim, merci beaucoup de me recevoir. Je voulais quand même vous demander, avant de tomber dans le vif du sujet de la compétition, ça fait quand même plusieurs années que vous organisez des compétitions dans tout genre, là, dans le cadre de l'exposition agricole. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour là-dessus? Ça a commencé quand? Est-ce que ça a évolué dans le temps un peu? Juste pour rappeler aux gens. Bonne question. Ça a commencé environ il y a 8 ans, je dirais. Oui, à peu près 8 ans. Après 8 ans. C'est Nicolas Demers qui nous avait proposé ça. Il faisait des compétitions d'hommes forts à l'expo. Puis il demandait si on voulait faire une compétition plus style entraînement, tout ça, puis peut-être une petite affaire de force. Puis là, c'est avec lui qu'on a intégré ça là, dans l'expo. Oui. Il y avait du crossfit un peu à travers oui, c'est ça, oui. Beaucoup crossfit, force aussi. Puis, il y a 8 ans aussi, là, les membres, ils voulaient faire de la compétition. Puis, c'est pour ça qu'on avait organisé une spécifiquement pour remercier aussi nos membres. OK. Puis là, cette année, on parle d'une course hybride. Il y a des épreuves fonctionnelles, il y a un défi de force. Ça ressemble à quoi un peu pour les participants, ces termes-là, là, pour ceux-là que ça ne leur dise rien? La course hybride, c'est de quoi qui est plus populaire dernièrement. On parle de la course mélangée avec de l'entraînement. De l'entraînement assez accessible à tout le monde. Fait le format principal, c'est 1 kilomètre de course, 8 fois, avec 8 entraînements au travers. Là. Fait qu'on parle de pousser des traîneaux, de tirer des traîneaux. Du rameur, du ski, des mouvements qui sont quand même vraiment facilitants. Il n'y a pas d'haltérophilie dans cette course-là. Puis il y a vraiment la version aussi scale qu'on appelle. Donc, exemple, au lieu de faire 1 km de course, ça va être 500 mètres de course avec des charges moins élevées. Parce que notre but, c'est d'être le plus inclusif possible. Donc, les personnes qui commencent à s'entraîner peuvent aussi la faire à leur rythme. Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Okay. Ouais. C'est grand public. La prochaine question, si tout le monde c'est réservé aux athlètes, mais vraiment, n'importe qui peut, oui. peut s'inscrire. Oui. Puis, excuse. Non. Mais le principe, dans le fond, de la course, la coupe, c'est les 3 épreuves. Tu veux-tu les expliquer? Oui. La coupe Demers, c'est, dans le fond, si on a des... Là, ça va être plus adressé, mettons, au monde qui s'entraîne un peu plus aux athlètes, tout ça. Là. Le principe de la coupe, c'est de réunir les 3 épreuves puis de faire les 3 épreuves en équipe de 2 durant la fin de semaine. Fait qu'une équipe de 2 va faire la course ensemble, ils se séparent les épreuves et tout. Après ça, ils vont faire les entraînements ensemble avec la petite compétition d'entraînement fonctionnel en équipe de 2 encore. Puis ils vont faire les épreuves de force à la fin. Puis on fait le cumul de tout ça, puis ça va être l'équipe qui va avoir eu la meilleure moyenne dans tout, qui va gagner la Coupe Demers. C'est vraiment une coupe, là, un trophée qu'on va faire là, en hommage à Nico. Ouais. Pourquoi avoir choisi de faire des équipes de 2 plutôt que de faire des individuels? Bien, on trouve ça plus motivant en équipe de 2. Tu sais, mettons, quand on appelle ça, moi j'appelle ça souffrir un peu, là, mais tu sais, quand tu es en train de souffrir, tu as le cardio au bout, bien, d'avoir un collègue avec toi avec qui tu peux séparer aussi les épreuves, ça c'est le fun parce que c'est pas juste toi tout seul. Tu sais, mettons, si tu es fatigué ou quoi que ce soit, bien, ton partenaire peut prendre la relève. Fait que c'est plus motivant. C'est plus le fun aussi gagner à 2 que tout seul. Là. Fait que c'est vraiment pour ça. Là, parlant de la Coupe Demers, donc elle porte le nom de Nicolas Demers. Pouvez-vous nous parler un peu de lui? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? C'était vraiment un partenaire précieux dans les événements.
Nico, c'est lui qui a emmené un petit peu les événements au gym. Puis à chaque fois, il m'a aidé beaucoup là, à les organiser, là, à transporter les trucs. Dans la préparation, aussi dans l'animation, souvent il animait même les activités à l'expo. Fait que je trouvais ça vraiment important là, que ça continue, puis il y ait quelque chose qui porte son nom. Parce que sans lui, ça n'aurait jamais été à ce niveau-là. Là. Ouais. Puis si Nicolas était là aujourd'hui, puis il voyait ça, que son nom pour la Coupe de Mers, tout, comment est-ce que vous penseriez qu'il réagirait? C'est sûr qu'il dirait « Est-ce que c'est hot? » C'est sûr que c'est ça qu'il dirait. Là. Automatiquement, c'est sûr que c'est ça qu'il dit. C'était tout le temps le premier à tester, mettons exemple pour la Range Race, on a fait une énorme glissade, c'est le premier qui la testait. Il s'avait mis en boxeur, puis let's go, il était tout le temps willing pour tout, puis il voulait tester tout. C'était vraiment... je pense qu'il trouverait ça vraiment le fun. Ouais. Puis en terminant, pourquoi les gens devraient venir soit assister, parce que j'imagine qu'il peut y avoir aussi des gens qui regardent un peu cette compétition-là, ou même participer à la Coupe. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésiteraient un peu à venir? Bien, que les gens ne sont pas obligés de faire la Coupe, ils peuvent faire juste la course hybride, ce qui est selon nous le plus accessible. Fait que ça, il y a vraiment encore plusieurs places disponibles pour la course hybride. C'est vraiment le fun, c'est trippant. Il n'y a pas de podium non plus pour la course. C'est vraiment pour la Coupe, fait que les gens viennent, puis les gens puissent de venir voir leur entourage aussi, bouger. C'est vraiment une fin de semaine d'entraînement qu'on veut célébrer. Oui, puis on a fait vraiment tout le setup pour que ça soit beau à voir, que ça soit quand même impressionnant, que ça soit facile à suivre aussi. Fait que ça va être vraiment quelque chose d'agréable à regarder. Puis à participer aussi. S'il y en a qui veulent des petits défis, là, comme on a dit, on a plusieurs catégories, puis c'est vraiment accessible à tous. C'est vraiment de quoi de le fun à essayer. Nous autres, on a été le faire à Toronto, puis c'était vraiment gros, là, mais c'est juste le principe d'avoir toutes les épreuves, la course à chaque fois, puis à la fin, t'es vraiment content de t'avoir dépassé, puis avec le gens qui t'encouragent et tout. C'est vraiment agréable. Ouais. Ça va se passer, dans le fond, tout le temps de l'expo ou c'est le 13, dans le fond, c'est la course hybride. Oui, le samedi, c'est la course hybride. Fait que autant qu'on va passer tout le monde qui font juste la course hybride, après ça, on va passer tous ceux-là qui font la Coupe des Mers. Puis le dimanche, avant midi, ça va être les compétitions d'entraînement fonctionnel ou du style CrossFit. Puis en après-midi, ça va être la force. Super. Fait comme ça, on va suivre ça. Ouais. Oui, merci. Plaisir. Après une première édition couronnée de succès l'an dernier, le festival Chansons et humour de Sébec sera de retour les 19 et 20 juin prochains. Malgré l'absence de centre communautaire, les organisateurs ont décidé de poursuivre l'aventure avec une programmation qui mélange humour et musique directement au centre sportif David Pelletier. Pour nous parler de cette deuxième édition et ce qui attend les festivaliers, j'ai rencontré Ginette Lemieux, qui est membre du comité organisateur. Madame Lemieux, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à la gare patrimoniale à Sébec. On va parler en fait du festival Humour et chansons 2026, mais on va revenir avant. J'aimerais ça qu'on revienne sur l'année passée, dans le fond, sur la première édition du festival Humour et chansons. Comment ça a été reçu ici à Sébec? Est-ce qu'il y a eu quand même une bonne participation? Les artistes, ça a bien été aussi? Bien, je peux dire que globalement, là, ça a été une réussite parce que à Sébec, on avait quand même une tradition en humour, parce qu'avec le centre communautaire, on avait reçu quand même 14 humoristes en 10 ans, fait que ça veut dire que les gens étaient habitués. Mais en mixant avec chansons, on ne savait pas ce que ça pourrait donner, mais ça a été vraiment apprécié parce que les gens, en fin de soirée, ont pu danser, chanter avec les groupes qui étaient là. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus de monde. On a atteint pas loin de 300 personnes, mais on s'attend on aimerait ça que cette année, que ça élève encore plus. Mais c'était une première édition, mais on est content du résultat. Oui, parce que là, ça se déroule dans l'aréna, donc c'est quand même, on a une grosse salle. Hein? Oui, c'est ça. 300 personnes, ça fait beaucoup, mais ça fait pas beaucoup dans l'aréna. Mm-hmm. Donc, on vous souhaite quand même beaucoup plus de gens cette année. Puis là, cette année, la programmation est sortie. Oui. Donc, on a des humoristes encore, des chansons. On reste sur le même thème que l'an passé. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la programmation? Donc, on peut commencer par le vendredi, ça va être le 19 juin. Le vendredi, le 19 juin, on débute toujours en humour, puis on termine en chanson. Alors, en humour, le vendredi soir, c'est la relève. Alors, on a Sam Vitulano
Arsenault et JF Otis. Alors, c'est deux artistes de la relève qui sont très appréciés. Oui. Et après ça, on va terminer en chanson avec le groupe Passé recomposé, avec des musiques des années 60, 70 et 80. Oui. Alors, on nous promet de gros succès, que les gens vont pouvoir danser et s'amuser. Oui. Alors, dans ce groupe-là, on a 3 artistes qui sont quand même connus, là, oui. Lynn Croft, Éric Labbé, Alexandrine Marcoux. Oui, qui est une fille du coin. Une fille de Sébec. Alors, je pense que ça vaut la peine qu'on se déplace pour les encourager. Donc, le vendredi, tu as pas à saveur locale, parce qu'on peut considérer JF Otis comme un petit gars du coin aussi. Il y a beaucoup de familles dans la région. Oui, puis de la relève aussi, parce que même s'il y a des artistes connus dans le groupe Passé recomposé, veut pas, c'est un nouveau groupe, donc on verra ce que ça va donner. Puis si on se dirige le samedi aussi, là, ça va être plus des vétérans, on peut dire. Oui, c'est ça, des gens plus connus. Oui. Alors, on débute en humour avec Sylvain Larocque, qui, lui, est un vieux de la vieille, comme on dit. Il a été arrêté pendant un grand bout de temps parce qu'il a tellement fait de choses dans sa vie, il y a beaucoup d'implications, même au niveau du conseiller municipal. En tout cas, il s'est impliqué dans toutes sortes de choses. Et là, pour son 4e one-man show, alors, c'est en rodage. Okay. Alors, on a hâte de voir qu'est-ce qui va nous sortir de nouveau. Mais il reste que Sylvain Larocque, c'est un gars très apprécié du public. Puis après ça, c'est bien sûr qu'avec le groupe Frères d'Armes, là, je pense qu'on a décroché un morceau, un gros morceau. Oui. Alors, avec les chanteurs de Vilain Pingouin et de Noir Silence. Oui. Alors, ces deux artistes-là vont nous faire revivre les bonnes années de ces 2 groupes-là. Oui, puis ils ont été de passage dans la région il y a peut-être 2 ans environ. Là, je peux confirmer, c'est un excellent spectacle à voir. J'invite vraiment les gens à venir voir ça aussi. Donc, si on veut se procurer des billets, venir voir les spectacles, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut venir voir juste un soir ou les 2 soirs? On peut-se réserver en groupe? Comment ça marche? De toute façon, le 50 $, c'est pour les 2 soirs, les 4 spectacles. Alors, et on a un billet qui se scinde en 2. Tout simplement, ils vont ramasser le premier morceau le premier soir, puis on a notre morceau pour le lendemain soir. Si le lendemain soir, on ne peut pas venir, bien, on peut le passer à un ami, on peut le passer à quelqu'un d'autre. Et on peut se procurer nos billets dès maintenant. Ils sont dans les points de vente. À Mkoui, chez Select Hotel, à Sébec, chez Family Prix et Dépanneur Berger. Et en ligne, lepointdevente.com, avec qui on est habitué de travailler là, pour vendre nos spectacles. Parfait. Puis il y a toujours la possibilité de réserver des tables aussi. On peut acheter en table, des tables de 10 personnes. Alors, les compagnies, les e-commerces, les organismes, une gang d'amis. Alors, il s'agit, quand on achète nos billets, de dire qu'on le veut en table ou acheter individuellement. Oui, bien en fait, c'est parfait aussi pour les entreprises qui veulent gâter leurs employés. Oui, c'est ça. On invite les entreprises. Oui, on les invite bien gros. Déjà, toutes les entreprises ont été sollicitées pour nous aider. Alors, on attend toujours des réponses. Puis, on aimerait ça que toutes les entreprises de Sébec et des environs soient représentées pour remplir notre salle. Bien oui, effectivement. Puis là, il y a quand même beaucoup de partenaires aussi dans ce festival-là pour pouvoir s'assurer d'une bonne qualité d'artistes. Il y a des gens qui parce que c'est des gros budgets, là. C'est des gros budgets. On parle de gros chiffres. Alors, à ce moment-là, notre municipalité est toujours avec nous. On a la MRC de la Matapédia, on a Desjardins, on a Uniboard, on a RPF. Alors, des gens qui sont là à chaque année, qui étaient là l'année passée, qui sont revenus. Et là, on attend d'autres réponses. Il y a le comité de développement économique aussi qui s'est ajouté. Puis on attend d'autres personnes qui pourraient s'ajouter. Bien, comme ça, on invite les gens à se présenter pour venir voir ces spectacles-là. Bien, ça me fait plaisir. Merci à la TVC. Vous voulez consommer de la culture, lire des livres, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi choisir, il y a trop de choix. Eh bien, Edith est là pour répondre à ce besoin, à vos questions. Donc, c'est l'heure de la chronique à Edith. Bonjour, Edith. Bonjour, Carl. Donc, tu viens nous parler encore une fois de livres, de jeux. Par où on commence aujourd'hui? On commence par Mon chien est mort de Ben Cyr. Sur une note très légère. Sur une note très légère. Benoît Cyr, diplômé de l'École nationale de l'humour en 2003 et scripteur. Donc, honnêtement, difficilement googlable quand on essaie d'en savoir plus sur lui. Ah oui? C'est quelqu'un qui est en arrière-scène. C'est quelqu'un qui écrit des textes pour d'autres personnes. Donc, on le trouve souvent dans les génériques, dans des génériques de téléséries, dans les galas. Donc, il va écrire beaucoup de choses drôles.
Donc, avec Mon chien est mort, on s'attend... C'est son premier roman. Donc, un premier roman. On s'attend à rire à haute voix quand on lit un livre, c'est rare. Je tiens juste à le dire, là. Il faut être, soit avoir une personnalité exubérante ou que ce soit intensément drôle. Dans ce cas-ci, je suis peut-être pas le bon baromètre pour dire qu'est-ce qui se passe quand on les lit. Je suis une personne hyper émotive, mais c'est 150 pages de rire et de pleurs. Parce qu'on le sait avec le titre, puis on le sait dès le début, son chien est mort. Dans le fond, Benoît Cyr, c'est probablement dans son processus de deuil de son chien qui choisit d'écrire un livre qui va raconter la vie de son chien, mais en mentionnant dès le début qu'à la fin, il fait euthanasier puis que c'est vraiment rough. Puis c'est vrai que c'est vraiment rough dans la vie de choisir. Tu sais, tantôt, tu disais, depuis que j'ai des enfants, je fais la différence entre ce que c'est un chien puis ce que c'est un enfant et j'arrive relativement à me détacher par rapport à ça. Puis c'est ce que Ben Cyr pense aussi qu'il est capable de faire avec ce qui, au début, est le projet de sa blonde, qui finalement devient son projet, qui devient son meilleur ami pendant 10 ans à toute heure de la journée, toujours là avec lui. Ce qui fait que, puis sans jamais l'associer à un enfant, parce qu'il en a 2 au moment où il adopte ce chien-là, 2 enfants de 3 et 5 ans. J'ai vu beaucoup de parallèles avec mon existence, sincèrement. Et fait on raconte l'existence de ce chien-là qui avait mauvais caractère, qui avait toutes sortes de défauts, mais qui pour lui était quand même le meilleur chien, jusqu'à la fin où il a dû prendre la décision de faire euthanasier son chien, qui est une décision extrêmement difficile à prendre et comme il l'explique super bien, qu'on peut pas expliquer. On peut pas l'expliquer à notre chien pourquoi, puis que c'est la dernière fois. Ou c'est tellement une expérience qui est dure à vivre, puis c'est quelque chose qu'on va souvent vivre tout seul. Là. On n'amène pas notre famille chez le vet cette journée-là, ou... Puis il n'y a pas de cérémonie par la suite, là, à moins d'être ce genre de famille-là, je sais pas. Mais c'est quelque chose qu'on vit tout seul, le deuil d'un animal. Puis c'est quelque chose qui est un peu tabou aussi. Je pense que tout le monde est un peu mal à l'aise. Dans le cas de l'auteur, lui, c'est un vrai deuil, puis une grande peine à traverser qui mettait tout le monde mal à l'aise. Monsieur pleure parce que son chien est décédé. Fait que puis de pouvoir lire ça, pour avoir moi aussi déjà dû prendre des décisions difficiles, d'amener mon ami à son dernier jour par ma propre décision, bien, je pense que ça peut être intéressant à lire pour tout le monde qui a déjà eu à amener son ami à prendre cette décision-là, parce qu'on se sent moins seul dans ce qu'on a vécu et ça met des mots sur quelque chose dont on parlera pas nécessairement avec les autres. Puis le deuil d'un animal, mais c'est souvent ça qu'on se fait dire, tu sais, c'est pas ton enfant ou c'est juste un animal. Puis comme, ouais, mais comme c'est quand même l'être vivant avec lequel j'ai passé le plus de temps pendant des années et c'est des relations qu'on choisit de répéter, hein? On choisit de ravoir un animal de compagnie par la suite. Puis c'est ça. Fait que c'est une lecture que je conseillerais à tous ceux qui peut-être viennent de perdre un animal ou qui en ont déjà eu un. Puis juste pour la partie où il décrit les réactions du chien et que c'est hilarant. C'est écrit quand même par un humoriste. C'est écrit de façon très simple, comme si quelqu'un nous parlait. C'est comme lire un stand-up comique sur le stand-up, sur le deuil d'un chien. OK. Pour vrai. Donc, ça peut préparer les gens qui ont, comme moi, un vieux chien, un chien gériatrique. Un chien gériatrique, oui. Donc, tu sais, qui peuvent se préparer à la fin qui s'en vient. Oui. Ou aller chercher une espèce d'expérience commune dans quelque chose qu'ils ont vécu aussi. Aussi. Des fois, c'est des petits deuils qu'on accote au lieu de transcender, je vais le dire comme ça. Alors voilà, Mon chien est mort de Ben Cyr. C'est l'air d'un livre qui est quand même assez court à lire, donc ça n'a pas l'air d'un livre qu'on va avoir... Ah non, 150 pages, écrit gros et c'est drôle. Et il y a des photos de chiens. OK. Fait que ça... Mais comme l'auteur le précise au début, puis moi je vais le dire, le chien meurt. Ceux qui veulent pas écouter, si vous écoutez pas genre Marley et moi parce que vous savez que vous allez avoir trop de peine, le chien meurt. Ouais, c'est ça. Le chien meurt. C'est bon, parfait. Prochain livre, Les Vertèbres de Joséphine. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien, Joséphine Bacon, qui est connue à travers le monde comme réalisatrice, comme poète, qui a travaillé au début comme interprète quand certaines personnes ont fait des documentaires là, pour aller découvrir les populations Innu. Donc, Joséphine Bacon, qui est à la base Innu de Pessamit, qui parle le Innu M1. Innu qui veut dire être humain. Et moi, ça m'a frappé dès le début du livre parce que on catégorise tout le monde par on est blanc, on est Innu, on est oriental,
orientale. Je suis tellement désolée de cette maladresse. Oui, orientale. On s'identifie. Occidentale, en fait. Ouais. Nous, on est et dans ce cas-ci, Innu, être humain, ça donne une espèce de sens collectif d'humanité. Ce sont pas, c'est pas un autre mot pour. Innu veut pas dire autochtone, ça veut dire être humain. Et ça relative beaucoup l'expérience humaine. Dans ce livre-là, Les vertèbres de Joséphine, dans le fond, on va retrouver l'essence de la tradition orale qu'on retrouve dans le peuple autochtone. Joséphine Bacon raconte son histoire à Laure Morali, qui, elle aussi, est poète, entre autres là, au niveau de l'écriture. Donc, c'est une écriture qui est extrêmement imagée. Tout le long du livre, donc c'est écrit au « je », donc à la première personne. Donc, Laure Morali écrit comme si elle était Joséphine Bacon, alors qu'elle écrit ce que Joséphine lui a raconté. Okay. Et on va retrouver plusieurs poèmes en français qui sont traduits en Innu-Aimer, ou peut-être qui étaient écrits à l'origine en Innu-Aimer et qui ont été traduits en français, ça serait beaucoup plus logique. Donc, il y a tous ces moments-là de poésie, un poème pour chaque rencontre que Joséphine a fait à travers sa vie. Les vertèbres de Joséphine, dans le fond, les vertèbres, ça pourrait être remplacé par les rencontres. Chaque fois qu'elle a rencontré quelqu'un qui a marqué son existence, qui a un peu défini qui elle allait être et comment elle allait se tenir debout, ça posait une vertèbre à sa colonne vertébrale qui fait qu'elle se tient debout. Dès le début du livre, on mentionne le fait qu'en tant que... dans le fond, elle est née, elle était nomade au moment de sa naissance. Et quand les enfants nomades naissent, ils doivent s'attendre à tout de suite s'adapter au mode de vie nomade. Donc, après quelques jours de naissance, tu es attaché sur ton petit rack en bois, tu es debout et ta mère te porte. Et quand on est nomade, il faut être prêt à porter ses enfants, ses parents, voir sa maison sur son dos. Et... alors que souvent, un ouvrage qui va être biographique va parler d'une espèce de nostalgie, d'une époque où, dans ce cas-ci, c'est vraiment de la transmission. Moi, tout le long que j'ai lu Les vertèbres de Joséphine, j'avais l'impression de me faire transmettre des valeurs, un respect. Elle mentionne jamais la réconciliation de laquelle on parle beaucoup maintenant, mais elle parle de partage. Les personnes qu'elle a rencontrées, c'est des échanges, c'est de l'ouverture, c'est du respect et c'est très inspirant sur la façon dont on peut être tous humains. OK. Et en même temps que Les vertèbres de Joséphine est sorti le collectif Mamu. Mamu? Je ne sais pas. Donc, MAMU, Mamu qui veut dire ensemble, ce qui est parfait pour qualifier un collectif. C'est un collectif de nouvelles, je vais dire, quoique à l'intérieur, on trouve aussi quelqu'un qui a fait une bande dessinée, mais ça parle d'amour. Okay. L'amour sous toutes ses formes, avec une quinzaine d'écrivains autochtones qui va parler d'amour filial, d'amour au sens large, d'amour amical, sous toutes les formes et comment ça nous définit en tant qu'humains et comment, de quelle façon c'est l'amour sous forme de militantisme. Okay. Comment c'est la plus grande arme et honnêtement, ça rejoint l'amour comme parce que c'est ça qui a marqué le parcours de Joséphine Bacon. Joséphine Bacon qui a écrit aussi dans le collectif. C'est pour ça que j'en parle en même temps. Là, elle a une nouvelle qui est à l'intérieur où elle parle peut-être de l'amour qu'on retrouve en tant qu'artiste, quand on crée ensemble. Okay. Et ce qui amène la troisième œuvre que j'ai amenée pour conserver mon thème, Nutchimit, un bain de forêt, qui est illustré par Élise Gravel, qui est écrit par Mélissa Molène-Dupuis, qui est journaliste, écrivaine, activiste autochtone. Au début, je pensais que Nutchimit, c'était le mot autochtone pour dire un bain de forêt. Okay. Mais parce que je sais que bain de forêt, ça a un terme, ça a son propre mot. Mais ce n'est pas Nutchimit. Nutchimit, c'est aussi utilisé dans les vertèbres de Joséphine, puis ça veut dire l'intérieur des terres. Ah, OK. Donc, en tant que matapédien, ça peut nous parler parce qu'on est à l'intérieur des terres. Oui, donc, entre deux montagnes. Entre deux montagnes, exactement. Et c'est un super beau livre. C'est gigantesque comme livre pour enfants, très adapté, mettons, à partir de 5 ans facilement. Là, ça dépend du niveau de lecture de vos enfants. Une 60aine de pages, honnêtement. Là, c'est ne pas lire en une soirée. C'est pas une histoire du soir pour dormir vite, là, mais c'est parfait pour partager
un survol imagé et riche de la culture autochtone pour parler de valeurs, des mythes créateurs, parler de mode de vie aussi. On découvre différents peuples. Mélissa Molène-Dupuis est elle aussi Innu, comme Joséphine Bacon, mais parle de comment... quand on est autochtone, nomade, on rencontre les autres. On n'est jamais limité par nos origines. Ça n'a pas d'importance. On est tous des êtres humains. Comment les mythes fondateurs... et les mythes éducatifs, en fait, c'est un peu ça, s'entrecroisent et on découvre tout ça jusqu'à comment fabriquer de la pâte de bleuet qui nous explique comment les peuples autochtones arrivaient à aller chercher leurs vitamines l'hiver. On apprend tellement de choses, c'est fascinant. Donc voilà pour ce qui entourait ma lecture des vertèbres de Joséphine. Oui, puis là, on a un jeu, en fait, aussi pour aller plus dans le côté ludique. Oui, aujourd'hui, je termine avec un jeu, le Grand Quiz du Québec. C'est un jeu de questions classique, là. Donc, on pose des questions, on lance le dé, on avance sur le plateau. Donc, la grande version a vraiment un plateau sur lequel on peut avancer. La petite version a seulement les cartes à l'intérieur. Donc, peut-être parfait pour jouer dans l'auto au moment des road trips cet été. Ouais. Je vois vraiment la plus-value. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu familial. Chaque planche de questions a une tranche d'âge. Donc, on peut poser la question destinée à quelqu'un de 5 ans ou destinée à quelqu'un de 50 ans. Et là, en fonction de notre tranche d'âge, la difficulté de la question va augmenter. Puis, ben c'est le fun, ça, parce que il y a tout le temps quelqu'un qui n'a pas de fun quand on joue à un jeu de société. En réalité, soit c'est moi, soit c'est mon enfant de 5 ans, mais forcément, il y a quelqu'un qui n'a pas le niveau nécessaire. Dans ce cas-ci, ça s'adapte au fur et à mesure. On a du plaisir tous ensemble et on apprend tous ensemble aussi des faits sur le Québec. Ça peut être super intéressant de s'intéresser à notre histoire. Ben oui, à notre histoire, notre culture. Oui, voilà. OK. Super, ouais. Comme ça me parle, moi, la version road trip, là, ça me parle beaucoup. C'est compliqué, des fois, le plateau dans le char, avec les pions et tout. Là, ça fait changement de, OK, là, la lettre A, il faut qu'on trouve des animaux avec la lettre A. Là, on fait le tour dans l'auto pour passer le temps. Puis là, après, on va à la lettre B jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Ça, c'était un des jeux que je fais avec ma fille et ma femme en voiture. Ben, c'est bon quand même. Compter les autos en sens inverse sur l'autoroute. Il y a plein de choses qu'on connaît comme ça. Mais quand on peut avoir... on va plus apprendre un peu. Oui, varier les plaisirs, là, ça peut être intéressant aussi. Puis d'une fois à l'autre, oui, les questions vont finir par revenir. Il y en a comme 2000 dans la boîte, il me semble. Là. Mais les questions vont revenir, mais vos connaissances vont augmenter aussi. Puis il va y avoir une espèce de plaisir à devenir expert crédible du Québec. Voilà. Fait comme ça, super. Fait comme ça, on peut aller trouver tout ça en librairie, dont celle qui a à Amkoui, la librairie Check ça. Oui, donc, vite de même, juste de même, par hasard, comme ça, sans raison particulière. C'est ça. Donc, on vous invite à aller vous procurer tous ces bons livres et ces bons jeux. Donc, merci beaucoup, Edith. Merci à toi. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Donc, chez Diffusion Mordicus, le 14 mai à 20h, Mesmer présente son spectacle 13 Hertz. Et le lendemain, le 15 mai à 20h, ce sera en chanson avec Pelch qui présente Hometown. 2 événements à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons. Premièrement, une conférence alimentation végétarienne et végétalienne avec la nutritionniste Stéphanie Hébert le 9 mai à 10h. Il n'y a aucune inscription nécessaire et les dons volontaires sont les bienvenus. Ensuite, le 10 mai, de 9h30 à 12h30, toujours à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, ce sera un atelier de création d'un court-métrage en stop-motion, offert gratuitement en collaboration avec l'organisme Rimouska Par à l'œil. L'activité s'adresse aux jeunes de 8 à 17 ans, suivi en après-midi d'un atelier de bruitage avec court-métrage ouvert aux personnes de tous âges, réservation obligatoire via le Messenger de la page Facebook de la bibliothèque. La Société d'histoire et de généalogie de la Matapédia propose une conférence gratuite nommée Montréal, plaque tournante de la lutte nord-américaine, samedi le 9 mai à 19h au bistrot Matamadja de Cousabscal, présenté par Pierre-André Lelièvre, candidat à la maîtrise en histoire de l'UQAR. Du 11 au 17 mai, c'est la Semaine québécoise des familles et la Maison des familles de la Matapédia a préparé plusieurs activités. Nous vous invitons à consulter la programmation sur la page Facebook et de communiquer avec eux pour vous inscrire aux activités ou pour avoir plus d'informations. Dans le cadre de l'Omnium Yves Lévesque, le groupe Lendemain de veille sera en spectacle sous le chapiteau près de l'aréna d'Amkoui le 15 mai prochain à 21h30.
Maintenant, du côté du cinéma Figaro, à l'affiche du 8 au 14 mai, Le Diable s'habille en Prada 2 sera toujours présent à l'affiche. 2 nouveaux films prennent l'affiche, donc la comédie Les Moutons Détectives et le film d'action Mortal Kombat 2. Et surveillez la page Facebook du cinéma pour des représentations spéciales des matchs du Canadien pendant les séries présentées par Select Hotel. L'entrée est gratuite. Pour consulter les heures de diffusion, pour toute autre information, consultez la page Facebook du cinéma Figaro ou le site web. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette émission d'Info.tvc. N'oubliez pas, ce dimanche, pour la fête des mères, notre bingo a un prix total de 2700 $, donc un 2500 $ pour la carte pleine. Donc, on vous invite à jouer en grand nombre. On se revoit la semaine prochaine.